Lumière. 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 Aujourd'hui, nous allons parler statistiques et sondages. Le mot statistique viendrait de l'allemand Staatskunde, forgé par l'économiste Aschenwall, qui l'a créé de l'italien statista, homme d'État. La statistique représentant pour lui l'ensemble des connaissances que doit posséder un homme d'État. Alors, dès l'Antiquité, des recensements de bétail et autres récoltes sont faits de façon très précise. Mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on voit apparaître le rôle prévisionnel des statistiques à travers des tables de mortalité utilisées par les compagnies d'assurance. C'est à la même période que sous Louis XV, les intendants du roi recueillent des informations auprès du peuple. Certains des intellectuels révolutionnaires se soucieront eux aussi de mieux connaître les populations à travers le recueil d'informations. Vers 1800, Pierre-Simon Laplace propose de faire une enquête par sondage au lieu d'un recensement pour connaître le nombre d'habitants de la France grâce aux probabilités. Karl Marx, lui, proposera une enquête ouvrière en 1880. C'est à cette même période que les premiers sondages d'opinion voient le jour aux États-Unis. Mais ce n'est qu'en 1935, toujours aux États-Unis, que les premiers instituts de sondage voient le jour. Depuis l'arrivée des probabilités et ensuite de l'informatique, ces instituts prospèrent. Je reçois aujourd'hui Camélia Goga, professeure à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheuse au laboratoire de mathématiques de Besançon. Ses recherches portent sur la théorie des sondages. Bonjour Camélia. Si je dis que la méthodologie des sondages est basée sur l'interrogation d'un échantillon représentatif d'une population, est-ce juste? Tout d'abord, bonjour. Oui, donc en effet, c'est une première étape. Il existe deux grandes étapes dans la théorie des sondages pour atteindre les objectifs ce qu'on appelle d'une enquête statistique réalisée par un sondage. Donc, effectivement, la première étape consiste à sélectionner un échantillon qui est formé en général des individus qui peuvent être des personnes physiques comme nous, mais aussi qui peuvent être des entreprises, des écoles, des villes. Donc c'est un individu au sens large, statistique, un individu qui est un élément de la population qui nous intéresse. D'ailleurs, comment définit-on un échantillon et comment choisit-on les individus qui le composent? Donc, très simplement, un échantillon est une partie de la population qu'on appelle la population cible, donc c'est-à-dire la population qui est l'objet de l'étude statistique. Donc, je peux vous donner un exemple très simple. Tout le monde sait que, voilà, en ce moment, il y a la nouvelle réforme de bac, et donc on peut s'intéresser aux résultats de cette nouvelle réforme, au taux de réussite. Donc, dans cet exemple très concret, la population cible, elle est formée par les élèves de terminale. On va considérer juste le bac en terminale, pas le bac de français de classe de première. Et donc, c'est ça notre population cible. Et pour avoir ce taux de réussite, on devrait aller interroger tous les élèves de terminale, et qui est malheureusement pas possible pour des questions de coût et de temps. Donc, dans cette situation, nous allons sélectionner au hasard un échantillon d'élèves de terminale. Donc voilà, sur cet exemple concret, de quoi il est formé l'échantillon. Et ensuite, la question qui se pose est comment on va sélectionner notre échantillon. Donc c'est une question qui n'est pas facile en général. D'ailleurs, même l'exemple que je viens de donner n'est pas très simple. Pourquoi? Parce que tout d'abord, pour pouvoir sélectionner ces individus, nous devons avoir une liste qui va énumérer tous les éléments de ma population qui m'intéresse. Donc, dans ce cas, on devrait avoir une liste de tous les élèves de classe de terminale, on va supposer pour le moment que de la France. Cela n'est pas possible, de nouveau pour des questions de coût ou de confidentialité, mais on peut contourner cette difficulté, car on se rappelle que tout élève de terminale, il va se trouver dans un lycée, et dans un seul lycée, et la liste des lycées elle peut être obtenue facilement. Il y a à peu près environ 4300 lycées en France. Donc dans ce cas, on peut obtenir la liste des lycées, on sélectionne au hasard un lycée, et ensuite on va aller interroger tous les élèves de classe de terminale de ces lycées sélectionnés. Donc voici un exemple très très simple de comment choisir au hasard. J'insiste sur ce mot au hasard ou aléatoire, la sélection aléatoire des individus d'une population qui m'intéresse.
Donc, pour choisir ensuite, donc, de façon aléatoire les individus, ce que je disais, c'est vraiment important, cet aspect aléatoire. Il existe plusieurs méthodes et on privilégie en général la sélection sans remise, la sélection des individus sans remise, c'est-à-dire un individu ne peut pas être choisi plusieurs fois dans l'échantillon. Et je vais de nouveau vous montrer comment ça marche, cette sélection aléatoire, sur mon exemple de l'enquête auprès des lycées. Donc, supposons qu'on a une boîte très grande et à l'intérieur, on va mettre 4300 billes, chaque bille portant le nom d'un lycée de France. Donc chaque lycée, maintenant, on essaie de le voir comme une bille à l'intérieur d'une boîte énorme. Donc ensuite, on mélange bien les billes et on va choisir au hasard une bille. On va noter le nom de ce lycée et on va poser la bille de côté. Et on continue le procédé. Par exemple, si on veut avoir 100 lycées, on va répéter ce procédé 100 fois. Donc on obtient ce qui s'appelle un tirage aléatoire simple, sans remise, de 100 lycées. Voilà, c'est une méthode qui est très simple, qui est utilisée en pratique, mais qui a certains défauts. Par exemple, par ce tirage, on ne sait jamais à l'avance, déjà, quel lycée va être choisi. Ça, c'est le caractère aléatoire, mais on ne contrôle pas du tout la distribution de l'échantillon. Par exemple, on peut avoir dans notre échantillon que des lycées qui sont du sud de la France. La région du nord, ouest ou est ne sont pas du tout représentés dans notre échantillon. On peut avoir aussi que des lycées technologiques ou on peut avoir que des très très gros lycées. Donc vous voyez, c'est un tirage qui peut avoir ce défaut. Et en général, on souhaite que notre échantillon, les éléments qui sont dans notre échantillon soient représentatifs dans le sens que chaque sous-population, il va être représenté dans l'échantillon. Donc ce tirage ne répond pas trop à cette demande, mais on peut le remédier d'une façon très simple. On considère par exemple maintenant 4 boîtes, chaque boîte pour une région de la France, le nord, le sud, est, ouest. Et dans chaque boîte, dans le nord, on va mettre les lycées qui viennent du nord, et comme ça jusqu'à la suite. Et on va faire un tirage ensuite aléatoire à l'intérieur de chaque boîte d'une taille souhaitée. Donc ça, c'est au statisticien de décider ensuite le nombre de lycées qu'il va choisir par région. Mais ce qui est important, le tirage est aléatoire, mais quel que soit le résultat, on aura toujours le nombre voulu des lycées du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ce qui n'était pas le cas avec le premier tirage. Donc le deuxième s'appelle un sondage stratifié et donc il est déjà un peu plus sophistiqué que le premier cas, car on a besoin ici pour chaque lycée de savoir dans quelle région on va se trouver. Si on n'a pas cette information, on peut pas aller au-delà. Et donc voilà, il y a d'autres méthodes beaucoup plus compliquées qui ont l'objectif justement d'essayer de représenter autant que possible chaque sous-population dans l'échantillon. D'où le nom d'essayer d'avoir un échantillon représentatif. Une fois que l'échantillon est correctement composé, les questions bien formulées, le recueil des informations fait, comment traite-t-on la masse d'informations recueillies? Quelles sont les méthodes utilisées pour analyser celles-ci? Voilà, donc là, on rentre dans la deuxième grande étape d'un sondage, c'est la méthode d'estimation, la méthode justement d'extrapolation des résultats obtenus au niveau de l'échantillon à la population entière. Donc là, il y a plusieurs méthodes et cela dépend aussi de ce qu'on souhaite estimer ou approcher, car il ne faut pas oublier qu'on ne va pas voir chaque individu de la population. Donc, on n'aura jamais la vraie quantité qui nous intéresse. Par exemple, dans le cas des enquêtes autour de lycées, si on souhaite savoir le nombre d'élèves qui va aller à l'université, ça, on ne connaîtra jamais avec exactitude. Donc, il faut ce qu'on appelle en statistique, il faut l'estimer. Donc, donner une quantité, un chiffre qui va être le plus proche, si on peut le dire, le plus proche possible de la vraie quantité qu'on ne connaît pas. Dans cette situation, je vais de nouveau vous montrer très simplement comment ça marche. Donc, si on considère de nouveau le premier type de tirage où je prenais 100 lycées sans remise parmi les 4300, il faut voir alors que chaque lycée sélectionné, il compte pour 43. Donc, pour lui, mais pour 42 autres qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, méthode en sondage, ça veut dire, la méthode d'estimation en sondage consiste à gonfler
les valeurs obtenues, enregistrées pour les individus sélectionnés, gonflées dans le sens que pour nous donner une quantité estimée au niveau de la population. Et quel est ce coefficient qu'on va utiliser pour gonfler la quantité? Mais c'est exactement dans notre situation, c'est 43. Et cet individu, voilà, chaque lycée compte pour 43 lycées, pour lui et pour 42 autres non sélectionnés. Donc, si on va aller dans un lycée, on va regarder combien d'élèves vont aller à l'université. Donc, cette quantité, on va la gonfler par 43 et on va répéter le procédé pour les autres 99 lycées sélectionnés. Et l'estimation finale, en effet, ça va être la somme de ces 100 quantités. Donc, ça, c'est une méthode vraiment très simple qui ne considère aucune autre information complémentaire et on peut l'améliorer. Par exemple, si mais pour cela, on a besoin d'une information en plus qu'on peut avoir ou on peut ne pas l'avoir. Donc, si on a, par exemple, dans notre situation, si on a la distribution de filles et garçons dans la population de la classe d'âge des élèves de terminale, on va dire que c'est 50% dans la population totale. Et on regarde la distribution de filles et garçons dans notre échantillon. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on peut se dire, peut-être que les filles ont un comportement différent des garçons vis-à-vis de cette question. Donc, ça va être pour aller à l'université, mais ça peut être tout à fait pour toute une autre question. Et donc, c'est important de considérer cette information et de pondérer différemment les filles et les garçons. Dans le premier exemple, toutes les filles et les garçons des 100 lycées sélectionnés, leur valeur était gonflée par 43. Elles avaient toutes ce qu'on appelle le même poids. Alors que c'est peut-être pas pareil. Et donc, comment est-ce qu'on peut pondérer différemment? Mais si on connaît le pourcentage de filles dans la population totale, donc on va dire que c'est 50% à peu près, 50% filles, 50% garçons, on va regarder dans notre échantillon, et c'est très rare qu'on obtient la même distribution. Sauf si on va vraiment aller, comme je disais, si on va faire 2 boîtes, filles et garçons, et là, on va aller vraiment dans chacune des boîtes et on va sélectionner le pourcentage qui nous intéresse. Mais sinon, on aura par exemple moins de filles dans notre échantillon que dans la population totale, et donc, par conséquent, plus de garçons que dans la population finale. Et donc, par exemple, si on a 2 fois moins de filles dans notre échantillon, alors la méthode consiste à gonfler leur poids 2 fois plus. Donc, au lieu d'avoir multiplié par 43, on va multiplier par 86. Donc, voilà, ça, c'est une méthode qui est très simple à expliquer, mais qui est beaucoup utilisée en pratique. Là, on a utilisé le pourcentage filles et garçons dans la population totale, mais on peut utiliser toute autre information. Donc ça nous permet d'améliorer beaucoup l'estimation. Améliorer dans quel sens? Donc, on va avoir des marges d'erreur autour de la vraie valeur qui vont être plus petites qu'avec la première méthode. Donc ça, c'est des méthodes d'estimation? Oui, ça fait partie des plus simples méthodes d'estimation. Il y a des méthodes beaucoup plus compliquées qui sont développées ces dernières années avec l'arrivage des données massives, de big data, ce qu'on appelle. Donc les techniques de sondage ont dû s'adapter aussi, ont dû utiliser ces nouvelles méthodes. Mais pour pouvoir expliquer très simplement, j'ai choisi ces 2 petits exemples qui sont vraiment à la base, en effet, de méthodes d'estimation. Alors, je sais que vous avez une autre recherche qui porte sur les techniques statistiques de modélisation avancée. Alors déjà, qu'est-ce que la modélisation qu'est-ce qu'elle apporte à la statistique en général? Alors, la modélisation, donc c'est c'est vraiment un très grand chapitre ou une très grande branche de la statistique. Donc, modélisation, pourquoi on modélise? Pour pouvoir prédire, pour faire une prédiction d'une quantité qu'on ne peut pas mesurer. Donc, si on prend un exemple, donc là, je vais sortir du cadre des sondages. Si on veut, par exemple, prédire le prix d'un appartement, le prix de vente, pardon, d'un appartement. Donc, ce prix, on ne peut pas le connaître avant que l'appartement soit vendu. Mais par contre, on connaît sa surface, on connaît le nombre de pièces, on connaît le quartier dans lequel il se trouve. Donc, plein d'informations sur cet appartement qui sont vraiment liées
à la quantité qui nous intéresse, qui est le prix de vente. Donc, le statisticien, qu'est-ce qu'il va faire? À partir d'un groupe d'appartements, d'un échantillon, on l'appelle aussi échantillon, d'appartements qui ont été vendus, et donc pour lequel on a le prix de vente, mais aussi toutes cette information. Donc, il va construire ce qu'il appelle un modèle. D'accord, entre ces deux variables, entre variables explicatives comme la surface, ça c'est très lié au prix de vente, et la variable qui nous intéresse, la quantité qui nous intéresse, ou à prédire, ou à modéliser, donc il y a plusieurs noms. Donc là, il va construire le modèle, et ensuite, quand on va avoir un nouvel appartement qui va arriver, pour lequel on ne connaît pas le prix, donc on va utiliser cette modélisation construite auparavant pour pouvoir donner une idée de prix ou une estimation, une prédiction de prix de vente. Donc voilà, ça c'est vraiment très présenté de façon très abrégée, la méthode de modélisation. Il y a des modèles qui peuvent être très compliqués, surtout ces dernières années avec l'arrivée de nouveaux, avec des données massives, de big data. Et les modèles sont compliqués eux également. Un de vos travaux de recherche basés sur les techniques de modélisation avancées est très concret. Il s'agit de l'accidentologie à Besançon. Pouvez-vous nous expliquer cela? Justement, là, on est dans cette problématique de modélisation. Dans cette étude, l'objectif est la prédiction de la survenue d'un accident. Donc là, l'objectif, déjà, voilà, c'est la première étape, c'est essayer de poser sous forme mathématique, sous forme d'un modèle, la quantité qu'on veut prédire, d'accord, et aussi quelles vont être les autres quantités qui vont m'aider à prédire le plus exactement possible le risque de la survenue d'un accident. Donc ça, c'est juste un petit peu pour l'information du public. Donc c'est une étude réalisée sur le Grand Besançon pour le moment, et donc en collaboration avec la gendarmerie et la police de Besançon. Il existe dans la littérature française ou américaine surtout, il existait donc modélisation de la criminologie, du cambriolage, mais sur les accidents, c'est vraiment très récent. Et c'est une étude qui comporte des difficultés. Comme je disais tout à l'heure, déjà poser la forme mathématique du modèle et ensuite aller chercher l'information qui va m'aider à expliquer d'une façon très précise le risque de la survenue d'un accident. Donc, on a besoin, en effet, à ce moment, il y a un travail qui est assez important sur la collecte de ce type d'informations. On a besoin d'une typologie des accidents, mais également sur le flux de voitures, donc le nombre de voitures qui va passer sur les routes du Grand Besançon, mais également des données sociodémographiques comme la population, les commerces, les écoles, tout ce qui concerne une certaine zone qu'on se fixe comme objectif. Et donc, tous ces données sont en train il y a une doctorante, Cécile Spichala, qui travaille donc sur ces travaux, et elle est en train donc de mettre ensemble toutes ces données qui viennent de sources différentes pour pouvoir construire ensuite le modèle et donner une prédiction. Pour avoir un objectif ultime, c'est d'avoir une cartographie spatiale et temporelle des risques qui peut servir ensuite comme un outil de prévention pour la police et la gendarmerie de Grand Besançon. Donc ça, c'est vraiment avec un objectif très concret, comme vous le disiez. Je m'intéresse toujours au parcours des chercheurs et des chercheuses. Quel a été le vôtre? Donc j'ai réalisé mes études jusqu'au master à l'université de Bucarest en Roumanie, et donc pendant l'année de master qui était donc en statistique, donc j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse qui s'appelait Tempus, donc de style un peu comme Erasmus, donc pour réaliser le mémoire de master, le réaliser à Paris. Et je l'ai réalisé donc sous la direction de Jean-Claude Deville, qui est quelqu'un très connu en sondage. Donc j'ai réalisé mon mémoire en sondage, et qui ensuite m'a proposé de réaliser une thèse. Donc j'ai réalisé une thèse en théorie des sondages à Rennes, à l'université Rennes 2. Et ensuite, j'ai passé les concours de maître de conférence. Donc j'ai eu un poste à l'université de Bourgogne, et jusqu'à il y a 4 ans que j'ai eu le poste de professeur en statistique à l'université de Franche-Comté.
D'accord, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui vous a conduit aux statistiques? C'est le goût des mathématiques, bien entendu, Euh, mais dans les mathématiques, il y a tellement de choses différentes que oui, pourquoi les statistiques en particulier? Oui, pendant mes études de mathématiques, c'était à la fin donc, de l'université, j'avais besoin de quelque chose de concret, de voir vraiment l'application des résultats mathématiques, on va dire. Donc ça, c'était un peu trop abstrait, j'avais besoin voilà, de la pratique. À cette époque, donc c'était parmi les professeurs qui proposaient des mémoires de fin d'études hein, de l'université. Donc il y avait un professeur en statistique qui proposait, en théorie des sondages, ça m'était paru très pratique, très proche vraiment de la pratique. Donc j'ai réalisé ce mémoire, c'était vraiment une découverte car je n'avais pas eu de cours à l'université. Donc ça m'a plu et ensuite j'ai souhaité continuer. L'exemple voilà, de l'accidentologie, par exemple, voilà, c'est aussi de nouveau quelque chose de très concret. Et j'ai eu d'autres projets, c'était donc, toujours lié à la pratique. En effet, depuis quelques années, voilà, dans mon parcours, après, j'ai continué à garder voilà, cet aspect pratique et m'intéresser à des problématiques qui viennent voilà, de la pratique, essayer de chercher derrière, on va dire, la justification mathématique, théorique, si on peut le dire. Et après, là, c'est vraiment un de mes objectifs. J'aimerais bien les atteindre chaque fois. Après, revenir à la pratique pour pouvoir les appliquer et avoir une sorte de boucle fermée donc à ce moment-là, voilà, je dirais que c'est vraiment on est content si on a réalisé. En tout cas, moi, je suis contente si j'ai pu fermer cette boucle. D'accord. Ah ben voilà, c'est très clair, sur votre parcours et vos motivations. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous partager en termes de recherche qui vous tiennent à cœur en ce moment? Oui, c'est un petit peu aussi par rapport à votre dernière question. En effet, c'est les deux autres projets sur lesquels je suis aussi en ce moment. C'est donc un autre projet, ce sont aussi des doctorants, mais un projet avec Médiamétrie, l'entreprise française qui mesure l'audience en France. Donc ça, c'est un lien avec donc les enquêtes par sondage et les données manquantes et trouver des méthodes pour estimer, voilà, pour donner des estimations quand les individus ne répondent pas. Et un peu toujours sur la problématique des sondages, c'est le travail avec la Poste où donc on essaie de estimer le mieux possible le flux d'objets qui sont envoyés en France par sondage des bureaux de poste et des tournées de facteurs, en utilisant les données massives, les données voilà. Donc le projet avec la Poste, donc il s'agit aussi d'un encadrement d'une thèse de doctorat et qui est concerné par l'estimation trafic d'objets envoyés en France par la Poste, bien sûr, et pour améliorer cette prédiction, qui est vraiment importante pour la Poste pour des questions de coût, je pense que vous imaginez ça. L'objectif est d'utiliser et d'intégrer des données d'un très grand volume, de nouveau, comme je disais un peu plus tôt, des données, ce qu'on appelle des données massives ou des données big data. Ben merci bien et puis à Merci très à vous. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.